Bienvenue au Spitzenkarpetelema. Nous examinons Paracels en confrontation directe avec l'establishment médical et alchimique de la Renaissance. Non pas le Paracels de la légende le mage, le vagabond, la figure proto-romantique mais l'alchimiste en activité, méthodique et enragé, dispensant un enseignement technique tout en démantelant l'autorité intellectuelle de Galien et d'Avicenne. Cet extrait, le trésor des trésors pour les alchimistes, appartient à un moment de rupture dans la pensée occidentale, le début du XVIe siècle, lorsqu'un médecin suisse sans diplôme universitaire commença à publier des textes traitant le fonctionnement du laboratoire comme de la philosophie, et la philosophie comme indissociable de la transformation de la matière. Paracels a hérité de la fusion médiévale de l'alchimie et de la médecine la croyance selon laquelle la transmutation des métaux et la transmutation des maladies étaient fondamentalement le même travail. Mais il en inversait toute la prémisse. Là où les alchimistes avant lui recherchaient le mercure et le soufre comme les deux principes du changement métallurgique, Paracels en introduit un troisième, l'eau minérale qui agit comme coagulant et médium. Il ne s'agit pas d'une élaboration mystique. Il s'agit d'une affirmation sur la structure de la matière elle-même. Et cela contre tout le poids de la médecine galénique, de la pharmacie avicénienne et de la tradition alchimique allant de Jabir à Albert le Grand. Ce que vous êtes sur le point de lire est la première salve de cette guerre. Le texte émerge de la conviction de Paracels que la nature elle-même est la seule autorité légitime natura et magistrat et que les médecins et alchimistes de tradition salernitaine et arabe avaient systématisé l'ignorance dans la loi. Il écrivit cela entre 1524 et 1530, probablement à Strasbourg ou à Bâle, alors qu'il se déplaçait encore entre les tribunaux et les régions minières, accumulant les connaissances pratiques qui deviendront sa prétention à la supériorité sur les écoles savantes. Le courant de pensée ici est spagirique, la doctrine selon laquelle les séparations et la recombinaison des substances naturelles distillation, fermentation, calcination, putréfaction reflètent à la fois la génération cosmique et l'opération de la volonté divine. Mais Paracels utilise la spagyrie comme arme contre la scolastique. Il ne discute pas. Il démonte. Il le sait avec mépris. Maintenant le texte lui-même. La nature engendre un minéral dans les entrailles de la Terre. Il en existe deux sortes, que l'on retrouve dans de nombreuses régions d'Europe. Le meilleur qui m'a été offert, et qui s'est également avéré authentique dans l'expérimentation, se trouve extérieurement dans la figure du monde plus vaste et se trouve dans la partie orientale de la sphère du Soleil. L'autre, dans le Southern Star, en est désormais à sa première efflorescence. Les entrailles de la Terre le projetaient à travers sa surface. On le trouve rouge dans sa première coagulation, et en lui se cachent toutes les fleurs et couleurs des minéraux. Les philosophes ont beaucoup écrit à son sujet, car il est de nature froide et humide et s'accorde avec l'élément. En ce qui concerne sa connaissance et ses expériences, tous les philosophes avant moi, bien qu'ils les visaient avec leurs missiles, sont allés très loin du but. Ils croyaient que le mercure et le soufre étaient la mère de tous les métaux, sans même songer à en mentionner un troisième, et pourtant, lorsque l'eau en est séparée par l'art spagyrique, la vérité est clairement révélée, bien qu'elle fût inconnue de Galien ou d'Avicenne. Mais si, pour le bien de nos excellents médecins, il fallait décrire seulement le nom, la composition, la dissolution et la coagulation, comme au commencement du monde la nature procède avec toutes les choses en croissance, une année entière me suffirait à peine, et, pour expliquer ces choses, même les peaux de nombreuses vaches ne suffiraient pas. Or, j'affirme que dans ce minéral se trouvent trois principes, qui sont le mercure, le soufre et l'eau minérale qui a servi à le coaguler naturellement. La science spagyrique est capable d'extraire ce dernier de son propre jus lorsqu'il n'est pas tout à fait mûri, au milieu de l'automne, tout comme une poire d'un arbre. L'arbre contient potentiellement le poirier. Si les astres célestes et la nature sont d'accord, l'arbre pousse d'abord au mois de mars, puis elle pousse des boutons, et quand ceux-ci s'ouvrent, la fleur apparaît, et ainsi de suite dans l'ordre voulu jusqu'à ce qu'en automne la poire mûrisse. Il en va de même pour les minéraux. Ceux-ci naissent de la même manière dans les entrailles de la Terre. Que les alchimistes qui recherchent le trésor des trésors le notent soigneusement. Je leur montrerai le chemin, son début, son milieu et sa fin. Dans le traité suivant, je décrirai l'eau appropriée, le soufre approprié et le baume approprié. Grâce à ces trois éléments, la résolution et la composition sont coagulées en une seule. Concernant le soufre de cinabre. Prenez du cinabre minéral et préparez-le de la manière suivante.
Faites-le cuire avec de l'eau de pluie dans un récipient en pierre pendant 3 heures. Purifiez-le ensuite soigneusement et dissolvez-le dans l'aqua regis, composé à parts égales de vitriol, de nitre et de sel ammoniaque. Une autre formule est le vitriol, le salpêtre, la lame et le sel commun. Distillez-le dans un alambic. Versez-le de nouveau et séparez ainsi soigneusement le pur de l'impur. Laissez-le putréfier pendant 1 mois dans des fumées de cheval, puis séparez les éléments de la manière suivante. S'il fait son signe, commencez la distillation au moyen d'un alambic avec un feu du 1er degré. L'eau et l'air monteront, le feu et la terre resteront au fond. Rejoignez-les ensuite et traitez progressivement avec les cendres. Ainsi, l'eau et l'air remonteront d'abord, puis l'élément feu, que les artistes experts reconnaissent. La terre restera au fond du récipient. Cette collecte là-bas. C'est ce que beaucoup recherchent et que peu trouvent. Cette terre morte dans le réverbère vous la préparez selon les règles de l'art, et vous y ajouterez ensuite du feu du 1er degré pendant 5 jours et 5 nuits. Lorsque ceux-ci sont écoulés, vous devez appliquer le 2e degré pendant le même nombre de jours et de nuits, et procéder selon l'art avec le matériel ci-joint. Enfin vous trouverez un sel volatile, comme un alcali léger, contenant en élastrone de feu et de terre. Mélangez-le avec les 2 éléments qui ont été préservés, l'eau et la terre. Remettez-le sur les cendres pendant 8 jours et 8 nuits, et vous retrouverez ce qui a été négligé par de nombreux artistes. Séparez-la selon votre expérience et selon les règles de l'art spagyrique, et vous aurez une terre blanche, de laquelle sa couleur a été extraite. Joignez l'élément feu et sel à la terre alcaline. Digérez dans un pélican pour en extraire l'essence. Alors une nouvelle terre sera déposée, qui sera mise de côté. Concernant le lion rouge. Prenez ensuite le lion dans le pélican qui se retrouve aussi d'abord, quand on voit sa teinture, c'est-à-dire l'élément feu qui se dresse au-dessus de l'eau, de l'air et de la terre. Séparez-le de son dépôt par trituration. Ainsi vous aurez le véritable rhum potagil. Sucrez-le avec l'alcool du vin versé dessus, puis distillez dans un alambic jusqu'à ce que vous ne perceviez plus d'acidité dans l'aqua regia. Cette huile du soleil, enfermée dans une cornue hermétiquement fermée, vous devez la placer en élévation afin qu'elle soit exaltée et doublée de son degré. Mettez ensuite le récipient, encore bien fermé, dans un endroit frais. Ainsi il ne sera pas dissous, mais coagulé. Remettez-le pour l'élévation et la coagulation, et répétez cette opération 3 fois. Ainsi sera produite la teinture du soleil, parfaite dans son degré. Gardez-le à sa place. Concernant le lion vert. Prenez le vitriol de Vénus, soigneusement préparé selon les règles de l'art spagyrique, et ajoutez-y les éléments d'eau et d'air que vous avez réservés. Résolvez et mettez à putréfier pendant 1 mois selon les instructions. Quand la putréfaction sera terminée, vous verrez le signe des éléments. Séparez-vous et vous verrez bientôt 2 couleurs, à savoir le blanc et le rouge. Le rouge est au-dessus du blanc. La teinture rouge du vitriol est si puissante qu'elle rougit tous les corps blancs et blanchit tous les rouges, ce qui est merveilleux. Travaillez sur cette teinture au moyen d'une cornue, et vous percevrez qu'il n'en ressort. Traitez-le à nouveau au moyen de la cornue en répétant l'opération jusqu'à ce qu'il ressorte blanchâtre. Continuez et ne désespérez pas du travail. Rectifiez jusqu'à ce que vous trouviez le vrai lion vert clair, que vous reconnaîtrez à son grand poids. Vous verrez qu'il est long et volumineux. C'est la teinture, or transparent. Vous verrez des signes merveilleux de ce lion vert, tels qu'aucun trésor du lion romain ne pourrait en acheter. Heureux celui qui a appris à le trouver et à l'utiliser pour une peinture. C'est le véritable et authentique baume, le baume des étoiles célestes, qui ne laisse aucun corps se décomposer, ni permettre à la lèpre, à la goutte ou à l'hydropésie de prendre racine. On le donne à la dose d'un grain, s'il a été fermenté avec du soufre d'or. Ah, Charles le Germanique, où est ton trésor? Où sont vos philosophes? Où sont tes médecins? Où sont vos décocteurs de bois, qui au moins purgent et détendent? Votre ciel est-il inversé? Vos étoiles se sont-elles éloignées de leur course, et se garent-elles sur une autre orbite, loin de la ligne de l'imitation, puisque vos yeux sont frappés d'aveuglement, comme par un anthrax, et d'autres choses qui font étalage d'ornement, de beauté et de faste? Si vos artistes savaient que leur prince gagnant, qui n'appelle aucun semblable, est coincé en enfer, d'où il m'a envoyé des lettres, ils feraient sur eux le signe de la croix avec une queue de renard.
De même votre Avicenne est assise dans le vestibule du portail infernal, et j'ai disputé avec lui au sujet de son orme potable, de sa teinture des philosophes, de sa quintessence et pierre philosophale, de sa mithridatique, de sa thériaque, et de tout le reste. Ô vous les hypocrites, qui méprisez les vérités enseignées par un vrai médecin, lui-même instruit par la nature et fils de Dieu lui-même. Venez donc et écoutez, imposteurs qui ne triomphent que par l'autorité de vos hautes positions. Après ma mort, mes disciples éclateront et vous entraîneront à la lumière, et exposeront vos sales drogues, avec lesquelles vous avez jusqu'à présent entouré la mort des princes et des magnats les plus invincibles du monde chrétien. Malheur à vous au jour du jugement. Je sais que la monarchie sera mienne. Le mien aussi sera l'honneur et la gloire. Non pas que je me loue, la nature me loue. D'elle je suis née, elle, je la suis. Elle me connaît et je la connais. La lumière qui est en elle, je l'ai vue en elle, à l'extérieur aussi, j'ai trouvé la même chose dans la figure du microcosme, et je l'ai trouvée dans cet univers. Mais je dois poursuivre mon dessein afin de satisfaire mes disciples dans toute la mesure de la souhait. Je le fais volontiers pour eux, s'ils sont seulement habiles à la lumière de la nature et pleinement exercés dans les matières astrales, ils deviennent finalement des adeptes de la philosophie, qui leur permet de connaître la nature de chaque sorte d'eau. Prenez donc de ce liquide des minéraux que j'ai décrits, 4 parties en poids, de l'éther de sol rouge en 2 parties, de soufre de sol une partie. Mettez-les ensemble dans un pélican, congelez-les et dissolvez-les 3 fois. Ainsi vous aurez la teinture des alchimistes. Nous n'avons pas décrit ici son poids, mais celui-ci est donné dans le livre des transmutations. Ainsi, maintenant, celui qui possède une amylose d'estrum se teintera également son propre corps de sol. Si vous avez l'astrum de Mercure, de la même manière, vous colorerez tout le corps du Mercure commun. Si vous possédez l'astrum de Vénus, vous colorerez de la même manière tout le corps de Vénus et le changerez en le meilleur métal. C'est ferme tout ce qui prouvé. Il faut également comprendre la même chose en ce qui concerne l'astra des autres planètes, comme Saturne, Jupiter, Mars, Luna et les autres. Car on en prépare aussi des teintures, dont nous n'en parlerons pas ici, parce que nous en avons déjà assez longuement parlé dans le livre de la nature des choses et dans les archidoxies. De même, la première entité de métaux et de minéraux terrestres a été créée, suffisamment claire pour que les alchimistes leur permettent d'obtenir la teinture des alchimistes. Ce travail, la teinture des alchimistes, ne doit pas nécessairement durer 9 mois, mais vite et sans délai, vous pourrez passer à l'art spagélique des alchimistes, et, en l'espace de 40 jours, vous pourrez fixer cette substance alchimique, l'exalter, la putréfier, la fermenter, la coaguler en pierre, et produire le phénix alchimique. Mais il faut bien remarquer que le soufre du cinabre devient l'aigle volant, dont les ailes s'envolent sans vent, et porte le corps du phénix jusqu'au nid du parent, où il se nourrit de l'élément feu, et les jeunes lui arrachent les yeux, d'où sort une blancheur, divisée dans sa sphère, en sphère et viande de son propre cœur, par le baume de ses parties intérieures, selon la propriété des kabbalistes. Ce que Paracelse a fait ici est un sabotage épistémologique. La tradition alchimique reçue depuis les maîtres arabes jusqu'aux compilations européennes avait codifié le mercure et le soufre comme les principes binaires dont sont issus tous les métaux et minéraux. Il ne s'agissait pas là d'une simple obscurité symbolique. Il a été revendiqué comme une description de la composition chimique réelle. Paracelse ne rejette pas le cadre. Il l'agrandit. Il ajoute un troisième principe, l'eau minérale, le milieu aqueux, le coagulant. Et il le rend opérationnel non pas mystiquement, mais pratiquement. Lorsque vous séparez le cinabre par distillation, putréfaction, calcination et recombinaison, vous révélez ce troisième principe à l'œuvre. Il est caché jusqu'à ce que l'art spagérique, l'art de la séparation et de la réunion le force à apparaître. Les philosophes avant lui, n'ont visé avec leurs missiles et sont allés très loin du but, parce qu'il manquait de méthode. Ils ont hérité des noms, pas des opérations. Ils avaient une doctrine, pas une pratique. Le langage de l'astra-planétaire est ici crucial. Paracelse n'abandonne pas le cadre astrologique de l'alchimie médiévale. Il l'intensifie. Chaque métal possède un astrum, une correspondance céleste, une essence étoilée qui peut être extrait, concentré et utilisé comme teinture pour transformer la matière de base en la forme perfectionnée de ce métal. Le lion rouge devient la teinture du soleil, or, le lion vert devient la teinture de Vénus, Priva.
Le travail ne se déroule pas par méditation mystique mais par 40 jours de manipulation thermique précise, de putréfaction, de fermentation et de distillation. Le phénix n'émerge la matière renouvelée que grâce à la maîtrise technique de la séquence et du degré. C'est là la mutation centrale. Paracels fusionne si complètement la chimie de laboratoire avec la cosmologie hermétique qu'on ne peut pas séparer les deux. Le microcosme et le macrocosme ne sont pas des analogies. Ils sont unifiés par la pratique de la distillation. Lorsqu'il déclare « d'elle je suis né, d'elle je la suis », quelle est la nature et non les livres, il affirme que la fidélité et l'observation au laboratoire l'emportent sur l'apprentissage universitaire. Ce texte a donné naissance à des siècles de médecine chimique, à iatrochimie du XVIIe siècle et à la scission éventuelle entre l'alchimie en tant que chimie opérationnelle et l'alchimie en tant que philosophie spirituelle. Suivant, Henri Cornelius Agrippa sur la géomancie. Le Spitzenkarpitelema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Il y a dans la description.